Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, grâce à cette histoire, tu ne l'oublieras plus jamais. C'est la chute en forme de morale des espiègles recueils que publient les éditions Le Robert sur l'orthographe. Ils sont signés Elodie Fondacci, elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Mag-Essel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité anniversaire et programmes de français et de philo. C'est en effet un 28 juin que naît un des plus grands philosophes français, un penseur du siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau. L'heure de la récré, toujours avec Emma, c'est l'heure de ressortir les cahiers de vacances, mais des cahiers de vacances très particuliers forcément avec Emma. Enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier pour son cours particulier aujourd'hui autour d'une initiative anglaise. Curriculum for Life, elle a pour objectif de donner aux enfants des compétences autres que scolaires. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Il était une fois une conteuse merveilleuse qui, depuis bientôt 20 ans, chantait les petits et les grands par ses récits en musique. Elle faisait aussi la joie tous les week-ends des auditeurs de radio classique. Princesse des ondes, elle décida un beau jour de se transformer en professeur de grammaire. Mais pas question de se muer en marâtre, forcément saumâtre, de l'accord du participe passé, ou en carabosse forcément féroce du COD. Par un de ces coups de baguette magique dont elle a le secret, elle livre aux éditions Le Robert une collection qui lui ressemble, pleine de joie, d'humour, de tendresse et d'intelligence. 15 histoires farfelues d'orthographe à lire et à écouter. C'est au Robert. Elodie Fondacci, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais ravi de vous accueillir, un peu ému je dois dire, parce que dans la famille on était fans de vos histoires, qu'on écoutait, j'ai presque dit religieusement, il y a quelques années maintenant sur Radio Classique. Alors vous avez publié plein de livres aussi, beaucoup de récits chez Gauthier Langros, etc. Là, une nouvelle collection dédiée à la langue française. Comment est née cette idée ? Elle est née pendant le confinement, figurez-vous. En fait, j'ai découvert les joies de l'ancienne... Voilà, je suis devenue prof. Comme à peu près la moitié des mères de famille de France, et ce qui n'était pas sans mal, évidemment, ce qui n'allait pas sans mal. Et j'ai 3 enfants, et celui du milieu était en CE2. Et assez jaloux de sa petite sœur qui, elle, en grande section, recevait de sa maîtresse des manipulations, des découpages. Et lui, en fait, il avait le côté très rébarbatif de l'affaire, c'est-à-dire les règles d'orthographe, ça ne voulait pas rentrer, il n'aimait pas beaucoup. Et j'ai fait un peu ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire j'ai commencé à lui inventer des petites histoires, choses que je fais facilement. Par exemple, j'en sais rien, comme on écrit piscine, d'abord on saute, ensuite on crawl, donc d'abord le S, ensuite le C. Enfin, des petites choses toutes bêtes, en fait. J'essaye d'inventer des... Piscine. Emma, le problème est résolu. Voilà. Un problème de piscine considérable. Non, et puis du coup, j'ai commencé à faire des petits personnages. Voilà, Monsieur Tu avec son chien S, pour qu'en fait, ils retiennent et que ça soit un peu rigolo, en fait. Et après, vous avez appelé quoi, le Robert ? Il vous leur avait dit ? Alors, pas du tout. J'ai d'abord fait affaire avec l'Uni, avec qui j'avais... Qui est cette une plateforme, une boîte à histoire, c'est ça. Une boîte à histoire. Accessible en ligne. Et qui est un objet physique avec un gros bras jaune. Voilà, c'est ça, en fait. Et j'avais travaillé avec eux, on avait fait les fables de La Fontaine. Ouais. Et puis, j'avais ces histoires en tête, et je leur ai dit, des histoires d'orthographe. Elle m'a dit, il faut que ça te soit drôle. Et puis, surtout, c'était que audio. Donc, que ça soit que audio, c'est un véritable défi, parce qu'il faut faire rentrer la règle, certes, mais il faut aussi que l'histoire soit une vraie histoire. Avec un début, une fin, une intrigue, des péripéties. Et il ne faut pas non plus que l'histoire l'emporte tellement qu'on oublie la règle à la fin. Exactement. Donc, j'ai quand même je me suis un peu creusé la cervelle. Et c'est né comme ça, en fait. Et puis, un jour, un autre coup de baguette magique, les éditions du Robert, qui me disent, on voudrait publier vos histoires sous forme de livre. Je dis, allons-y. Et ça a rajouté quelque chose qu'il n'y avait pas, les images, le support, en fait, visuel, qui est tellement précieux et qui fait que c'est devenu un produit complet qui s'adresse à toutes les intelligences. C'est merveilleux. Et support visuel, je vais citer le nom des illustratrices avec lesquelles vous avez travaillé. Il y en a 2. Il y a Marianne Barcillon et il y a Véronique Dess. Et il y a aussi, alors à la fin, il y a le coin des parents. Donc si je résume, donc une petite histoire, on va donner 1 ou 2 exemples après. Ça, c'est pour les enfants. Il y a des illustrations et le coin des parents. Et le coin des parents et même des exercices pour jouer. Parce qu'effectivement, l'idée, c'était que ça soit quelque chose de très complet. Donc on peut les lire, on peut les écouter, même à travers les livres. Il y a un lien pour pouvoir les écouter. Et on va pouvoir aussi mettre en pratique donc des exercices assez ludiques, mais qui ont été conçus par des enseignantes génialissimes. Delphine Guichard, qui a un blog que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Charivari à l'école. Charivari à l'école. Ouais. Et puis Muriel Guiton. Elles ont travaillé, elles ont mis en perspective en fait mes histoires qui n'avaient pas cette vocation-là au départ, dans le cadre des programmes. Elles ont reclassé les choses par cycle. Enfin, il y a un vrai travail éditorial formidable qui a été fait autour. Et ça fait effectivement des bouquins qui sont extrêmement complets. Dans la plupart des volumes d'ailleurs, dans les conseils qui sont donnés, ils insistent, et ça donne la cohérence à l'ensemble de votre démarche, ils insistent tous toutes d'ailleurs sont des femmes, sur la lecture à haute voix.
Alors moi, ça, c'est mon cheval de bataille. Ouais. Vous savez, on dit souvent que Einstein disait, si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des histoires. Alors il y a histoire, mais il y a lisez-leur, en fait. Pour moi, apprendre à lire, c'est apprendre à lire à haute voix. Et donc on apprend à lire à haute voix en écoutant aussi. Parce que la lecture, c'est la mise en son, évidemment. Quand un enfant sait bien lire, et il y en a énormément qui ne savent pas bien le faire, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, donc la virgule n'est pas au bon endroit, ils s'arrêtent au milieu de la phrase. Il faut écouter des histoires pour savoir les lire. Absolument, et je me permets un conseil qui est fondé d'ailleurs sur des témoignages d'inspecteurs de l'éducation nationale ou de chercheurs, c'est n'arrêtez pas de lire des histoires quand les enfants commencent à eux-mêmes savoir lire, parce qu'il y a un lien avec les parents, notamment, ce sont souvent eux qui lisent les histoires, qui est très important, et s'ils ont l'impression que le fait de savoir lire tout seul, ça vous coupe de l'attention de vos parents, c'est terrible, ils n'ont plus envie de lire. Donc terrible. Il faut vraiment continuer à le faire. Et puis moi je lis, alors je vais vous raconter, moi je lis Harry Potter à mes enfants depuis, alors je l'ai fait pour mes 2 grands, j'ai mis 3 ans à lire les 7 tomes, et j'ai recommencé pour la dernière, donc je lis à haute voix, et je crois que ça sera un des souvenirs les plus merveilleux de ma vie avec mes enfants. Tout Harry Potter, l'intégral. Tout Harry Potter, chef-d'œuvre, mais voilà. Et je peux venir chez vous. Voilà, c'est ça. Et elle demande à quelle heure c'est. Dans le lit. Le commissaire arrêta de taper et le regarda d'un air soupçonneux. Qu'est-ce que c'est que qu'a votre Cédille ? Eh bien, c'est une sorte de petite queue que je m'accroche là. Il montra son postérieur. Le commissaire fronqua les sourcils. Une petite queue derrière votre caleçon. Dites donc, vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi par hasard ? Voilà, extrait d'une des histoires farfelues d'orthographe d'Élodie Fondacci, celle qui permet, mais cela vous l'aurez deviné, de comprendre le rôle de la Cédille. On va continuer à parler de Touka après l'anti-sèche. Touka, on a compris. Voilà, anti-sèche et Maquessel. Emma, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Rebonjour, puisque vous êtes déjà entrée en scène. On est le 28 juin, et c'est un 28 juin en 1712 que naît un des plus grands philosophes français, penseurs du siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, évidemment incontournable des programmes scolaires, que ce soit en français, en philo, je l'ai déjà cité, en histoire aussi, bien évidemment, parce qu'on a le siècle des Lumières. Tout à fait. Alors, il naît à Genève dans une famille protestante. Sa mère meurt alors qu'il est tout petit. Il est élevé par son père, puis envoyé en apprentissage chez un graveur avec qui il ne s'entend pas du tout. Il fuit, il est recueilli par une baronne, Madame de Varins, qui le convertit au catholicisme et qui devient à la fois sa bienfaitrice et sa maîtresse. Il vit avec elle près de Chambéry, aux Charmettes, les très célèbres Charmettes, dans un cadre idyllique qu'il dépeindra plus tard dans ses Confessions. Et il n'est pas du tout destiné à devenir ni philosophe ni écrivain. L'écriture vient d'ailleurs assez tard chez lui. Initialement, c'est un homme de musique. Et oui. Il nous relie avec le thème du jour. Enfin, Tout détail, à on va y fait. venir. Voilà, il connaît ses premiers succès avec la musique en composant le devin du village, dont la première donnée à la cour en 1752 plaît énormément au roi. C'est un des succès publics les plus intenses et durables de la scène lyrique, donné sans interruption de 1752 à 1829. Donc vous voyez, sa vie, c'est la musique, c'est comme ça qu'il aspire à être connu. Et puis arrive la révélation. Et quelques rencontres avec Diderot, c'est ça ? Exactement. Il est donc avec Diderot à ce moment-là, les 2 hommes se lient d'amitié à l'arrivée de Rousseau à Paris. Et alors donc qu'il est chez son ami, Rousseau découvre le sujet du concours de l'Académie de Dijon. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle ? Il décide donc... Et lui ne peut pas citer Rousseau, ce qu'on fait tous dans pareille situation. Exactement. Donc il est quand même très ennuyé. Donc il décide de répondre à la question. Il publie donc son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Donc son concept est simple, enfin j'ai essayé de le rendre simple, il le reprend d'ailleurs ensuite dans l'Émile quelques années plus tard. La société est responsable de l'apparition et du développement des vices humains. Et à l'époque ça fait grand bruit, en quelques mois il se fait connaître dans tous les cercles intellectuels de Paris et c'est aussi à cette période qu'il publie un roman, un de ses plus grands succès qui est encore aujourd'hui étudié par les élèves, Julie ou la nouvelle Héloïse. Vous avez cité Émile, l'Émile ou l'éducation, parlons-en quand même parce que c'est aussi un de ses autres grands succès qui, bien qu'il soit présenté comme un roman, est plutôt un traité philosophique. Oui, c'est l'une des œuvres emblématiques de Rousseau et du XVIIIe siècle d'ailleurs. Il s'agit d'une conversation entre un pédagogue, un gouverneur donc, qui fait l'éducation du jeune Émile, une éducation physique, intellectuelle et surtout morale. Et cette éducation morale, elle vient remettre en cause toute la vision qu'on avait à l'époque de la manière dont il fallait éduquer les enfants. Je vous le disais, pour Rousseau, c'est la société qui pervertit les hommes. Et bien c'est pareil, pour l'éducation, il faut éloigner les enfants de tout surplus, de tout ce qui est inutile. Pas de livres, par exemple. Je hais les livres, ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas. Il les compte le par cœur aussi. On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants et il n'y en a pas un seul qui les entende. Le pédagogue est là donc pour empêcher Émile d'être dévié de la nature. Et en fait, le bon élève, c'est l'élève des champs, proche de la nature, alors que la ville, avec sa superficialité, pervertie. Et à l'époque, évidemment, l'ouvrage, scandale, polémique,
polémiques énormes, notamment au sein de l'Église et de l'armée, ce qui vaut à Rousseau une condamnation du Parlement et il est obligé de fuir Paris. Autre grand ouvrage emblématique de Rousseau, et on termine avec celui-ci parce que tous les élèves l'étudient en cours de philo en terminale, c'est le contrat social, référence en matière de pensée politique. Tout à fait, qui constitue une référence majeure pour les acteurs de la Révolution française, qui éclate quelques années plus tard, et surtout qui pose les bases de l'idée de république, donc du contrat social. Donc c'est l'idée de dire que pour faire société, il faut que ses membres soient d'accord et qu'ils instituent ensemble la puissance qui leur permettra de les préserver des conflits. En l'état, c'est donc l'État, justement. Donc le peuple détient le pouvoir et en acceptant ce pacte, il permet à un gouvernement d'appliquer et de faire respecter les décisions collectives. Alors avec cet ouvrage, Rousseau permet d'aborder beaucoup de problématiques classiques de la philosophie politique. Quelle différence entre une société politique et la famille? Quelles sont ses limites? Qu'est-ce que l'intérêt général? Et en ce sens, l'apport de Rousseau est absolument immense pour notre démocratie. Rousseau, donc, qui s'éteint à l'âge de 66 ans en 1778 et il entre au Panthéon en 1774. Non. Ben non, parce que 1778... En 1774, ça veut dire pour le panthéoniste 4 ans avant sa mort. Non, ça y est, je me suis trompée, c'est 1794. Décidément, voilà. les dates... Je sais qu'avec Emma, les maths, si vous vouliez bien, Élodie, faire une petite collection... pour les maths, non pas histoire farfelue d'orthographe. Mais de mathématiques. Ouais, pour Emma. Vous en profitez, comme elle est déjà dans votre lit pour lire Harry Potter, pour vous écouter lire Harry Potter. On discutera ensemble. Hein, vous en profitez. Élodie Fondacci, Grand Oral. Usant donc d'une langue ouvragée où se détachent 1000 jolis mots ciselés, Élodie Fondacci joue aussi de sa voix. Envoûtante et feutrée, elle confie plus qu'elle n'énonce, sourit plus qu'elle ne dit, ce qui, dans cet exercice intimiste, fait merveille. C'est l'extrait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est Le Monde qui parlait de vous en ces termes il y a une dizaine d'années. C'était à propos de vos histoires sur Radio Classique. Et cet article n'a pas pris une ride. Élodie Fondacci, invitée de La Quotidienne, pour ses histoires farfelues d'orthographe. Il y a 4 volumes, il y a 15 histoires. Je ne peux pas tous vous les montrer, j'ai pas assez de mains. Si, hop, en éventail. Non, je vous en laisse une. Tiens, est-ce qu'on peut se faire un cadeau? Vous voulez quoi? Vous pouvez lire un peu, s'il vous plaît. Je peux choisir? Ah ouais. Alors je sais, parce qu'en fait, j'adore faire la sorcière. D'accord. Donc, je prends l'histoire où il y a la sorcière. C'est celle de Genoux, le petit hibou. Donc il faut que je vous raconte le début. Donc Genoux est un hibou, ouais. Son prénom, ça arrive au meilleur. Et le pauvre hibou, il a des poux et impossible de s'en débarrasser. Donc forcément, sa grand-mère et sa mère cherchent des solutions de toutes sortes. Première idée, eh bien, lui raser la tête, bien sûr. Il est chauve comme un caillou, le pauvre. Deuxième idée, parce que ça ne marche pas, lui enduire le crâne d'une mixture au chou. Et puis, comme ça ne marche toujours pas, fabriquer des petits joujoux pour les poux, pour les éloigner de la tête de Genoux. Mais bon, évidemment, encore une fois, c'est un échec. Le voilà parti. Il faut qu'il aille voir la sorcière de la forêt. Et donc, on en est là dans cette histoire. Sa maman embrassa le petit hibou, mit dans son sac à dos, à côté du précieux mouchoir, un petit sandwich mulot mayonnaise, et Genoux prit la route, à moitié rassuré, il faut bien le dire. Il vola une bonne partie de la nuit, et il finit par arriver au-dessus de la maison de la sorcière. Une masure au toit de chaume percée d'une grosse cheminée. Genoux se posa sur un pot de fleurs et frappa au carreau. La sorcière était près du feu, sur lequel bouillonnait une grosse marmite. Elle sursauta et alla ouvrir. « Tiens, un hibou !» marmonna-t-elle en voyant Genoux. Elle se saisit de son grimoire et trempa sa plume dans l'encrier. « Hibou !» nota-t-elle. « Que puis-je pour vous? Et d'abord, comment vous appelez-vous » « Genoux, madame !» répondit le petit hibou d'une voix mal assurée. « Hibou, Genoux ?»« Oui, madame, et il se trouve que j'ai des poux. »« Hibou, Genoux, poux !» nota la sorcière dans son grimoire. « Avez-vous de quoi me payer ?»« Oui, bafouilla le petit hibou, qui était très impressionné. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai un bijou. » Et il sortit de sa poche la boucle d'oreille que sa grand-mère lui avait donnée. Encore ? Oh, c'était super. On pourrait écouter pendant toute l'émission. Merci, c'est cadeau. Quand je pense que parfois on essaye de lire des textes avec Emma ici, mais là, si tu veux, on prend une sorte de leçon. Bon, Élodie, merci. Bon, tout ça, c'est cadeau. Vous avez quand même les textes. Hein, vous pouvez y accéder sur. Moi, j'ai cliqué là sur les liens. C'est pas très compliqué. Il faut s'enregistrer, mais ça va vite. Tout est expliqué. Tout est expliqué extrêmement bien. Je voudrais qu'on parle 2 minutes de qui vous racontez des histoires à vous quand vous étiez petite. Je crois un grand-père, c'est ça? C'est mon grand-père.
grand-père. Ouais. Ouais. Il inventait des histoires. Il vous avez même fait croire qu'il avait rencontré une fée, c'est ça? Exactement. Et on l'a cru toute notre enfance mordicus. C'était la princesse. Il faudrait que je raconte cette histoire un jour. C'était la princesse de Buckingham. Elle était arrivée sur son épaule sous la forme d'une colombe. Et en fait, elle se transformait en princesse. Et elle avait 2 loups blancs. J'écrirai cette histoire un jour. Il faut Mais que c'était votre oncle, c'était votre grand-père, je veux dire, qui était d'origine vietnamienne, c'est pas ça? Oui, absolument. Oui, vous vous êtes racontez très bien. l'histoire, mais elle est vraie. Ah, elle est vraie? Mais oui. Mais alors, si la princesse de Buckingham... totalement vraie. Mais Elle est oui, totalement vraie. j'en ai jamais vraiment douté, à vrai dire. Et alors donc c'est plutôt lui qui vous raconte des histoires inventées quand vous êtes enfant. Comment se tisse ensuite votre rapport à vous avec le récit, l'invention d'histoires? Parce que vous faites des études très classiques, Hippocane, Cannes, Sciences Po, etc. Vous devenez journaliste. Eh bien, c'est drôle parce que donc je suis devenue journaliste à Radio Classique tout de suite. J'avais 22 ans. Ils m'ont proposé d'animer une émission culturelle. J'ai dit oui, c'était formidable. Et en fait, du coup, je parlais pour les grandes personnes de théâtre, de livres, d'opéra, etc. Et en fait, quand je parlais de tout ça, je racontais l'histoire de la pièce, du livre, etc. En fait, j'ai tout de suite raconté. En fait, j'en sais rien, je pense que c'était vraiment ma façon de faire. Et donc, j'ai raconté pour les grands. Et un jour, j'ai été enceinte de ma première fille, qui va avoir 15 ans, et donc je me suis dit, mais je voudrais faire une émission pour les enfants. Et j'ai proposé... Et c'est comme ça que le projet est né. J'ai proposé de faire des histoires pour les enfants en musique, et donc de raconter, en fait, les arguments des ballets, finalement. Et c'est comme ça que c'est né, en articulant sur la musique classique. On va en parler un petit peu de la musique et de ces histoires en musique, si vous le voulez bien, mais pour l'instant, c'est la récré. Je précise quand même que lorsque cette émission qui s'appelait Des histoires en musique est passée en podcast, le magazine Classica a écrit « On ne sait qui des parents ou des enfants va se réjouir le plus ». Et je crois que c'était tout à fait exact. On retrouve Elodie Fondacci juste après la récré, cahier de vacances. En fait, je vous ai piqué une récré. Ah ouais, non mais... C'était la récré toute trouvée. C'était la récré. Elodie, une histoire, s'il te plaît. Dans l'heure de la récré, on va prendre le large avec vous, Emma, et on va s'imaginer déjà au bord de la mer pour les congés d'été. Oui, bon alors je vais casser un petit peu votre délire quand même, puisque moi j'avais prévu de ressortir le fameux cahier de vacances. Ah, oui, il faut bien continuer à mais travailler Magnard, vous avez le droit, parce qu'ils les ont inventés, les cahiers de vacances, Magnard. Voilà, non mais c'est bien, voilà, c'est bien, les cahiers de vacances. Après, on a tous aimé remplir son cahier de vacances, non? Il y a un petit côté... Genre, non. Mais si. Non, j'ai des témoignages. D'accord. Bon, ok. Bon, en tout cas, aujourd'hui, 3 enfants, ils ont tous aimé remplir les cahiers de vacances? Bof. Ouais. Ah bon? Ouais. Non, mais vous êtes super bon élève et tout. Pas du tout. Justement, je trouvais qu'il y a... Bon, bref, d'accord. Allez, on y va. En tout cas, en ce moment, maintenant, les cahiers de vacances... Pourquoi vacances vertes, d'abord? Vacances vertes, parce qu'en fait, maintenant, il y a le cahier de vacances éco-responsable. Et en fait, donc, quel que soit le cahier de vacances qu'on prend, que ce soit de la 6e à la 5e, ou même pour les tout petits, les 4-5 ans, il y a une attention particulière portée à l'environnement. Donc, je vous en ai ramené 2. Donc, 6e, 5e, moyenne, hop, montrez-les. Ben, chacun, alors. Bah oui, allez-y. parfait. C'est C'est une le côté- surprise Magnifique. à la fin, vous allez voir. C'est le côté Donc- fais tes devoirs, tu sauveras la planète. Variante. C'est Si tu ne fais pas exactement tes ça. devoirs, le réchauffement climatique va dépasser 4 degrés. Travail. Alors voilà, donc il y a plein de petits modules comme ça à la découverte de l'environnement, des jeux éco-citoyens et tout. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors c'est dans celui d'Élodie. Élodie, vous avez ouvert et vous avez vu une petite, un petit papier comme ça en carton. Voilà. Ouais, moi aussi. À votre avis, non, moi je Un voulais buvard. voir. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Un buvard. C'est en fait, J'ai toujours copié, moi. c'est une feuille de papier qui en fait contient des graines j'étais sûre, de des graines. coquelicots. Génial comme idée. On fait tremper le papier dans l'eau toute une nuit, on le dépose ensuite dans la terre, on arrose. Ah oui, c'est granuleux. Et hop, grâce à la lumière, à la chaleur et à l'eau, on pourra bientôt voir des coquelicots. Ok, Ça vaut le coup d'acheter son cahier de vacances ou pas? Ouais, cette fois, je commence à... Mais bon, il fallait que ce soit vous. Voilà. Super. Donc plantez des coquelicots, achetez votre cahier de vacances. Bon, génial, je vais le faire. Comme travail C'est de cadeau, vous avez, c'est quel niveau vous avez Ah non, c'est des tout petits 4-5 ans. Ah bah si, Non, vous nous avez 6e, dit. 5e, je suis parfaite. Ah, vous avez 6e, Ah bah, c'est 5e, vous parfait. Ah bah Eh ben, génial. génial. C'est là qu'il me faut. Bon, bah Je super. vous offre vos petits coquelicots. Merci beaucoup. Vous m'enverrez Il y a des une photos, chanson hein. sur les coquelicots. Coquelicots jolis, je sais pas quoi. Non, Ah, moi je connais pas. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Et bon, on va parler musique. Cantoral.
Cela fait bien longtemps que les éditions Le Robert ne se contentent pas de publier un dictionnaire qui fait référence. Elles ont développé de riches offres autour de la langue pour les enfants, et dont cette collection intitulée 15 histoires farfelues d'orthographe, signée Élodie Fondacci. Je cite aussi de nouveau les illustratrices qui ne sont pas pour rien dans le plaisir de lecture, Marianne Barcillon et Véronique Daïs. Votre rapport à la musique, parce que donc, là, il y a de la musique d'ailleurs quand on écoute les histoires, oui. Mais vous avez surtout raconté des centaines d'histoires en musique, publié, c'était chez Gauthier Langros, également des histoires autour. Je me souviens de Coppelia, je me souviens de... Enfin bon, il y en a eu plein. Oui. Il n'y a pas eu Coppelia? Ah, il y a eu Coppelia. Si, bon, ben voilà. Si. Non, parce que je n'avais pas, pas révisé vous êtes avant. un fidèle auditeur. Oui, absolument. Votre rapport avec vous en faites de la musique ou pas? Malheureusement, non. J'en fais alors pas. Ah, mais c'est le drame de votre vie? Un peu. Heureusement, mon mari joue beaucoup, Ouais. en amateur, mais il y a beaucoup de musique à la maison, on chante. Mais du coup, j'adore ça. Mais en même temps, je me dis que finalement, ne pas être musicien et avoir réussi à faire aimer la musique aux enfants, c'est presque une victoire personnelle. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de savoir-faire pour aimer, pour aimer. Non, mais on n'a pas besoin de connaître l'histoire de la peinture pour être ému par un tableau. On n'a pas besoin de connaître l'histoire de la musique ou de jouer d'un instrument pour être saisi par quelque chose. Et c'était ça aussi, moi, mon envie avec les histoires en musique. Vous avez raison. Néanmoins, il y a un rapport, dans la façon d'écrire. Il y a des points communs avec la musique, sur la respiration, le rythme, etc. Et dans vous, votre façon de travailler, parce qu'on voit aussi, vous avez fait des spectacles, notamment avec l'Orchestre National de Lyon, avec Frédéric Lagarde, avec Shani Di Luca, avec plein d'artistes formidables. Et c'est très écrit, en fait. Vous dites les textes en même temps que la musique. Donc c'est une écriture musicale. Oui. C'est pas juste je fais aimer la musique. En réalité, je travaille dans l'autre sens. C'est-à-dire que je dis les textes à blanc. Ouais. Donc je les raconte. Et ensuite, on va articuler la musique avec des réalisateurs formidables de radio classique qui, eux, sont musiciens et qui, eux, ont une oreille extraordinaire. Et qui viennent nicher les œuvres. Et on va enchasser, vraiment, comme c'est un travail d'orfèvre, on va enchasser la musique à la voix. Et en fait, on passe véritablement des heures à rythmer la voix pour que ça soit une seule respiration. Et il y a énormément de parenté entre la musique et la voix, c'est vrai. Je l'ai découvert en le faisant. Et finalement, les spectacles sont arrivés bien après. J'avais déjà presque 15 ans d'habitude, en fait, de poser ma voix dans la musique. Et quand je l'ai fait sur scène, c'est tout naturellement que j'ai surrespiré avec les musiciens. C'est presque comme de la musique de chambre. Comme tout naturellement. Mais vous êtes passé tout naturellement d'un studio d'enregistrement de radio à une scène avec 1000 personnes dans la salle. Alors tout naturellement avec pas mal avec un peu de pétage quand même, rassurez-moi. Oui, c'est un être humain, c'est pas un robot. Super. Et puis alors pour le coup, c'est quand même différent parce qu'en plus moi je ne sais pas jouer d'un instrument, donc je ne sais pas non plus lire la musique. Donc sur moi... il vous faut des repères. Alors moi, vous avez un vocabulaire à vous, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, parce que je compte. Vous comptez? Et les musiciens me disent mais c'est quoi ce truc 1, 2, 3, 4, 5? Alors ça va bien se passer là, comme ça tout de suite t'y crois pas, mais en fait ça va aller, tu verras. Et puis en fait ça va. Mais quand on fait de la musique on compte. Moi j'en fais un peu quand on est dans un orchestre. Vous avez ça vous? Chacun fait ses devoirs, c'est terrifiant. On passe son temps à compter, effectivement. Donc finalement, tout ça est assez logique. Vous aimez dire, en tout cas, je vous ai lu dire qu'il était important de mettre le beau à la portée des enfants et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la morale là-dedans. Vous vous souvenez de quand vous avez dit ça? Bien sûr que non, mais puisqu'on parlait de Rousseau, oui, je trouve que c'est primordial de mettre le beau à la portée de tous. Et pour moi, la langue, c'est un trésor. La lecture, c'est un trésor. Ça a été des joies de mon existence, les livres, la beauté des mots. Et c'est vrai que j'ai envie de faire partager ça. On est dans un monde qui est compliqué. On est dans un monde où savoir parler, connaître les nuances de la langue, c'est un vrai atout, en fait. Et puis, un trésor. Quand j'étais petite, ma grand-mère avait gagné un concours d'écriture du magazine Lire et elle avait gagné tous les volumes de la Pléiade. Elle avait fait installer une étagère dans sa chambre. C'était pas des gens très riches, mes grands-parents. Et c'était un trésor. On rentrait là-dedans comme devant le Saint-Sacrement. On regardait les volumes de la Pléiade. Il y en avait des dizaines. Et vous aviez le droit de toucher? On avait le droit de toucher. Ça, c'est génial. Parce que parfois, la Pléiade, c'est... On avait le droit de toucher, mais je vous assure, vraiment, pour moi, c'est un trésor. Et j'ai envie de transmettre ça aux enfants. La langue, la musique, mais pas un trésor qu'on n'a pas le droit de toucher, justement. En fait, un trésor... C'est ça, c'est pour ça que je vous posais la question. Qui à tout le monde, et puis qui infuse dans la vie, et puis qui éclaire la vie. Moi, ça me réconforte que le beau existe. C'est tellement dur quelquefois le monde, on est tellement effrayé partout. Mais quand on se dit, on a écrit ça, ce texte, cette musique, c'est qu'on est capable de meilleur, les humains aussi. Donc moi ça m'importe que les enfants sachent ça et que ça puisse les encourager à faire aussi du beau, mais du beau dans leur cœur. Enfin, c'est un peu bête et démago, mais du beau dans leur cœur, du beau dans leurs actes, du beau dans leurs gestes, parce que c'est ça la vie en fait. Et du beau en utilisant la langue correctement.
Vous avez vu la transition? C'est pas mal. L'objectif de ces histoires farfelues orthographiques. Rio Di Fondacci, on est très heureux, très ému de vous accueillir. La Shakira des moins de 5 ans. J'adore dire ça. Bon, alors maintenant... C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous voit, on vous dit, je l'ai fait d'ailleurs quand on s'est rencontré quelques minutes avant l'émission en disant que voilà, vous aviez les amitiés de la Shakira des moins de 5 ans, ça me va bien ça. Et qui en font écouter toutes les histoires. Vous dites, ouais, c'est normal, je suis la Shakira des moins de 5 ans. Merci beaucoup, Emma, merci beaucoup aussi. Merci. Cours particulier, Marie-Olivier, apprendre des choses pour la vie, les Curriculum for Life. On vous retrouve toujours sinon sur France Musique, sur Radio Classique. Le lapsus. Je m'étais dit, il ne faut pas le faire celui-là. C'est pas grave, on coupera. Et nos amitiés. Voilà, Radio Classique, tous les week-ends. Tous les jours. Tous les jours. Oui, midi 14h. Génial. Absolument. Bon, midi il faut 14. qu'ils mettent à jour le site. Ah oui, ça serait Ouais, pas je vous mal. promets, tous les jours sur Radio Classique, Elodie Fondacci. Et puis en infusion, en transfusion, tous les soirs avec ces belles histoires. Cours particulier, c'est notre rendez-vous avec Marie-Olivier. On découvre des pédagogies, on voyage dans le temps, dans l'espace. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, on voyage dans l'espace et dans le temps avec une organisation qui favorise l'apprentissage de compétences qui serviront sur le long terme. Exactement, c'est Curriculum for Life, une organisation qui est basée au Royaume-Uni et qui s'est lancée en février 2023, donc c'est tout récent. Elle part d'un constat, cette organisation, le monde change très vite. Jusque-là, on est d'accord. La plupart des systèmes éducatifs n'arrivent pas à suivre. On est d'accord aussi. Et c'est vrai qu'on parlait l'autre jour d'une étude de l'UNESCO où l'on apprend que 50% des pays ne mentionnent même pas le réchauffement climatique dans leur programme scolaire. Et oui, c'est ça. Et alors, j'imagine que ce Curriculum for Life qui parle du monde qui change ne parle pas seulement du réchauffement climatique. Non, il parle aussi des technologies ou encore des changements sociétaux. Le but de cette organisation, c'est vraiment de former les 6-18 ans à des compétences de vie qui ne seront jamais périmées parce qu'elle constate, en fait, cette organisation, que les jeunes ont parfois la tête pleine de connaissances mais ne sont pas armés pour affronter la vraie vie et ses défis. C'est quoi ces compétences de vie? Alors, l'apprentissage de compétences de vie, ça peut être l'apprentissage socio-émotionnel, donc l'empathie, la communication, la vie en groupe, le leadership, le développement personnel ou encore la pensée systémique et la durabilité. Plusieurs recherches scientifiques ont montré que ces compétences développées dans ces différents domaines chez les enfants améliorent leurs résultats scolaires, leur employabilité, leur bien-être et leur satisfaction globale dans la vie. Formidable ça. Alors comment Curriculum for Life explique que les systèmes scolaires ne parviennent pas à tenir le rythme, à enseigner ces compétences? Parce que finalement, vous nous les avez citées, ce n'est pas non plus une révolution absolue. Et également, pourquoi c'est si efficace à long terme? A priori, les ressources pour mettre en avant ces compétences et les transmettre sont trop éparpillées. Donc en fait, les enseignants n'ont juste pas le temps de les rassembler pour pouvoir les aborder en classe. Et pour répondre à cela, Curriculum for Life a mis en place une plateforme en ligne avec des ressources qui sont triées selon les âges des enfants et les thématiques à aborder. Donc c'est beaucoup plus simple. Un autre problème que rencontrent les systèmes scolaires, c'est que ces cours ne sont pas officiels dans le cadre d'une matière. Quoi. Ouais, sauf par exemple dans certains systèmes, mais globalement c'est assez rare. Et donc il y a des intervenants qui viennent et qui font des sensibilisations sur tel ou tel sujet. Donc là aussi on s'y perd un peu. Alors Curriculum for Life entend lui rassembler en essayant d'intervenir sur toutes ces compétences de vie dans un maximum de domaines. D'accord, il rassemble, mais enfin ça reste en dehors des cursus. C'est quand même pas encore intégré au sein des enseignements. Non, c'est un problème. Il manque de la place dans les emplois du temps, tout simplement. C'est pas le cas partout, c'est ce que je disais. Certains pays comme le Danemark, par exemple, font des cours d'empathie. Ça fait partie du programme, mais la plupart du temps, c'est en plus. Et donc, Curriculum for Life fait en sorte que ces cours soient intégrables dans les programmes classiques et que tout soit mis à disposition gratuitement pour les enseignants. C'est co-conçu aussi avec les enfants, c'est ça? Oui, en fait, les programmes sont co-pensés et co-créés avec des enfants du monde entier afin vraiment de comprendre leurs attentes et que tout cela soit aussi pertinent que possible. Du monde entier, parce qu'ils interviennent absolument partout? Oui, c'est vraiment une communauté mondiale qui réfléchit aux thématiques pour enseigner les compétences de vie aux enfants de 6 à 18 ans. Par exemple, les thèmes principaux qui sont défendus par les jeunes et les professeurs du monde entier, c'est l'action participative, la pensée créatrice, la citoyenneté mondiale ou encore l'apprentissage tout au long de la vie et la connaissance de soi. Génial. Donc si je suis prof principal, par exemple, et que j'ai un petit peu de temps pour enseigner l'action participative, pour prendre un exemple, je vais sur ce site, Curriculum for Life, et là je trouve des outils. C'est ça. Alors le site pour l'instant est seulement en anglais, mais il est intuitif. Les leçons proposées sont adaptables à différents âges, différents niveaux, différentes cultures. Ça demande peu de préparation aux enseignants parce que les guides ont été pensés en amont par cette communauté mondiale Curriculum for Life. Et une plateforme gratuite est également en cours de construction pour que les échanges soient facilités. Donc si vous voulez y jeter un œil, c'est curriculumforlife.com. Sans trait d'union, sans rien, Curriculum for Life, en un mot.com. Marie, merci beaucoup pour ce zoom sur cette très belle initiative. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec, assistée par Emma Frari pour la préparation de l'émission et en régie aujourd'hui, avec Saïd Mamou au son et Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.